Tout est politique. Bonjour à tous. Dans cette seconde partie de l'émission, nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui, Votre Altesse Reza Pahlavi. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le prince héritier d'Iran et le président du Conseil national iranien pour les élections libres. On va parler du rôle politique que vous voulez jouer aujourd'hui. Mais tout d'abord, l'actualité chaude. On commence avec l'État islamique. On dit que la naissance de cet État est due aux indécisions de la politique étrangère de Barack Obama. Êtes-vous de cet avis ? Je ne pense pas qu'il faut nécessairement isoler l'Amérique dans cela. Après tout, il ne faut pas oublier que le début de ce radicalisme a commencé depuis la révolution de 1979 en Iran. Au fait, quand vous avez un régime qui cherche à imposer une hégémonie idéologique du type chiite, on aurait dû s'attendre à une riposte du côté sunnite. Un conflit qui est maintenant devenu un conflit entre sunnites et chiites qui n'existait pas à l'époque. Par contre, il y a eu peut-être une certaine naïveté de la part de l'Occident en général, y compris l'Amérique bien sûr, qui a laissé pousser ces herbes nocives dans le jardin. Qu'entendez-vous par naïveté? Une naïveté d'Obama, la même que celle de Carter en 1978. On peut comparer de cette manière, parce qu'à l'époque, on avait pensé faire un rideau religieux pour empêcher l'expansion du communisme au Moyen-Orient, mais vu maintenant le dénouement qui devient de plus en plus radicalisé, le problème, le fléau du radicalisme ou de l'islam religieux dépasse les frontières. Ce n'est plus seulement une question de l'Iran, mais un fléau qui peut de ravager toute cette région. Je ne m'inquiète pas seulement du sort de mon pays, je m'inquiète aujourd'hui pour l'Irak, pour la Syrie, pour le Liban, l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Toute notre région en fait. Et je veux dire que le problème, c'est parce que le fond du problème n'a jamais été réglé. C'est la guerre aux moustiques, mais on n'assèche pas le marais-cage. C'est-à-dire que C'est-à-dire que la désespération des peuples qui ne sont pas libéralisés dans un sens démocratique, où il n'y a pas un aspect de laïcité qui sépare la religion du gouvernement, il ne peut pas y avoir d'égalité et par conséquent, vous aurez toutes sortes de mouvements de discrimination et à ce moment-là, le désespoir se tourne vers chercher une solution dans l'extrémisme. Pourquoi aujourd'hui des jeunes Français ou Britanniques ou Américains veulent se joindre au djihad? Pour en revenir à l'État islamique dont on parle à l'instant, est-ce que vous pensez que cette coalition internationale qu'on a mise sur pied, elle est capable d'éradiquer cet État islamique quand on voit qu'on se limite à des raids aériens qui n'ont qu'une efficacité limitée? À mon avis, ce n'est pas suffisant. Ça pourrait avoir à entraîner une bataille de sol avec des forces armées qui rentrent directement au conflit, mais à condition qu'on réfléchisse aussi à la solution finale. C'est encore une fois une guerre pour faire une guerre. Mais ce n'est pas une stratégie approfondie de politique étrangère qui doit décider une fois pour toutes, est-ce qu'on peut laisser la source qui donne le soutien à ces mouvements radicaux, quelle que soit financière ou gouvernementale derrière, tant que cette situation ne change pas, je ne vois pas un dénouement réel dans cette région. Mais alors que faudrait-il faire? Il faut que les gens soient dans la rue? Comment faire? Voilà, justement, je l'ai toujours dit depuis longtemps. Désobéissance civile. C'est une méthode. Mais c'est-à-dire la diplomatie. Pourquoi a-t-elle échoué jusqu'à présent? Parce que dès le début, on a pu penser que, par exemple, le type de régime qui existe aujourd'hui en Iran peut coexister en même temps que le monde libre. Si on ne comprend pas que la raison d'être de ce régime et sa seule chance de survie, c'est la destruction de l'Occident et ce qu'elle représente dans ses valeurs, on n'a toujours pas compris le fond du problème. Si vous voyez la stratégie jusqu'à présent des gouvernements occidentaux, par exemple, imposition de sanctions, c'était dans le but de pas de changement de régime, mais de changement de comportement. Or, la solution va au-delà de ces régimes. Mais à ce moment-là, il faut avoir une politique de soutien au peuple. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui manque et c'est pourquoi on a toujours ce problème. Alors, on va parler aussi des négociations nucléaires qui sont en cours, puisque la date butoir a été fixée au 24 novembre. Pensez-vous que le régime iranien et les Occidentaux vont trouver un terrain d'entente? Encore une fois, il faut qu'il y ait une possibilité de coexistence. Imaginons l'impossible, c'est que ce régime cède sur le dossier nucléaire. Est-ce que cela va dire que ça mettra fin aussi à leur soutien? Vous croyez qu'il va céder? Il ne cédera pas. D'abord non, mais je l'expliquerai. Oui. Non, pourquoi? Il faut chercher le pourquoi. Écoutez, c'est très simple à comprendre. Un régime qui prétend avoir seulement des intentions pacifiques pour le nucléaire civil, pourquoi aurait-il entraîné notre pays jusqu'au point
de sanctions qui vont vraiment affecter notre société, même risquer des conflits militaires si c'était tout simplement pour des raisons pacifiques. Donc ça manque de transparence. Bien sûr qu'il y a un manque de... Le dernier rapport de... Vous êtes d'accord pour dire que c'est un jeu de dupes aussi? Bien sûr, et en plus, le problème ne reste pas là. Si on recule les échéances à chaque fois, il gagne du temps. Le régime ne prend pas ça au sérieux. Le régime gagne du temps jusqu'au jour où, avec une dissuasion nucléaire, ils peuvent imposer leur hégémonie sans qu'on puisse faire grand-chose. Ce sera trop tard à ce moment-là. Mais alors, pour vous, quel est le but du régime iranien, le but final de ce régime iranien, des Rouhani, des Khamenei, des gardiens de la révolution, en voulant se doter de la bombe nucléaire? C'est pour attaquer Israël? L'exportation de l'idéologie religieuse à travers le monde, en commençant par notre propre région, avec l'aide de la dissuasion nucléaire pour empêcher le monde à pouvoir les forcer dans une position de recul. C'est leur chance de survie. C'est pourquoi ils ont besoin de la bombe. Pour force de dissuasion, comme une dissuasion. Oui, pas nécessairement pour attaquer Israël, ils ne sont pas fous. Mais si j'étais israélien, je ne prendrais pas le risque. Cela ne veut pas dire qu'il faut frapper l'Iran. Moi, ce que je dis aussi bien aux Américains, aux Français, aux Allemands, aux Anglais, aux pays de la région, à Israël même, c'est que la seule solution où on peut tous finalement respirer, c'est qu'il y ait un vrai changement de régime en Iran. C'est à travers la démocratie qu'on parvient à la transparence, à avoir un régime qui apporte la stabilité, qui cherche la paix et la tranquillité dans sa zone, qui met fin au terrorisme, qui permettra à ce qu'il y ait une paix entre Israéliens et Palestiniens qui pourrait se faire, et surtout la menace nucléaire disparaîtrait. Parce que je ne vois pas un Moyen-Orient où il y aurait une propagation de l'arme nucléaire qui nous emmène vers un scénario d'Armageddon. Alors revenons à l'Iran même. Que pensez-vous de la présidence d'Hassan Rouhani 1 an et demi après son élection? Un mini-bilan. D'abord, je dirais une chose. D'abord, je dirais que peu importe qui représente le gouvernement, à la fin de la journée, ils sont là pour servir le régime. Donc, que ce soit Ahmadinejad, que ce soit Rouhani... Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est en gros, c'est blanc turban et turban blanc. Plutôt. Mais dans le cadre en particulier, écoutez, il faut dire que le régime a l'habitude de mentir. Par exemple, M. Rouhani a bien dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Iran ou qu'il n'y a pas de prisonniers journalistes en Iran. Et vous, que dites-vous là-dessus? Le contraire a été prouvé. Donc il y en a? Vous bien dites qu'il y a des prisonniers politiques en Iran? Bien sûr qu'il y en a. Aujourd'hui, nous avons un grand mouvement de religieux qui se joignent à la protestation. Pourquoi quelqu'un comme l'Ayatollah, qui a été mis en prison, qui a été torturé par ce régime, et qui ne parlait que tout simplement de liberté d'expression, est aujourd'hui presque au point de vue de condamnable. Ça, on n'en parle pas. Donc je veux dire que le discours du régime, à travers que ce soit Ahmadinejad, que ce soit Rouhani ou le prochain qui le suivrait, s'accorde pas avec la réalité des choses. Donc du coup, vous dites qu'il y a un discours et pas d'actes, et il mène l'Occident en bateau finalement. Oui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Dès le début, c'était le cas. Alors, on a dit, soyons patients, laissons le temps à ce que les réformistes puissent faire quelque chose, donnons-leur une autre chance de se prouver. Mais je veux dire, pendant tout ce temps-là, le seul dialogue, et c'est ça que j'aimerais vous souligner aujourd'hui, ça fait 35 ans que le seul dialogue qui a existé entre les gouvernements occidentaux et l'Iran a été limité aux représentants de ce régime uniquement. Il n'y a jamais eu un dialogue officiel avec les forces de l'opposition laïque démocratique. Mais comment ce dialogue est-il possible? Comment est-il envisageable ce dialogue? Il faut le vouloir d'abord. Il faut qu'il y ait une volonté. Écoutez, sans citer un cas précis, je vous dis que plusieurs fois, pour prendre même mon cas, il y a un sabotage d'entrevues à des hauts niveaux diplomatiques et politiques, car on craint que le régime pourrait protester si quelqu'un venait parler à quelqu'un comme moi qui est dans l'opposition contre le régime. Donc là, vous décrivez une situation paralysée. Alors, comment voulez-vous? Il ne peut pas y avoir de dialogue avec un régime qui ment en permanence. Non seulement ça, mais la solution reste dans un peuple qui, dans leur majorité, dénonce ce régime, qui attendent une autre solution. La majorité des forces démocrates laïques iraniennes, de tous bords, réclament le besoin d'avoir un dialogue, parce que pour trouver une solution, il faut parler à ceux qui peuvent faire partie de la solution. Or, le régime a toujours été partie du problème, ne va jamais être part de la solution. Votre Altesse, comment vous expliquez que Barack Obama puisse miser sur ce régime qu'il juge incontournable pour stabiliser le Moyen-Orient? Est-ce qu'il ne fait pas, encore une fois de plus, une erreur de calcul? Vous savez, je me demande si ce n'est pas un tout petit peu naïf
de penser qu'un régime qui, pendant 35 ans, chaque semaine, crie mort à l'Amérique, puisse être vraiment un élément qui pourrait apporter une solution fiable. L'ennemité du régime contre l'Occident n'est pas seulement une manœuvre, disons, un slogan. C'est une philosophie. C'est un besoin de survie. Ce n'est pas une question de qui est à la Maison-Blanche ou quelle est sa politique. Ce qui n'a jamais été compris, en tout cas de la part des Américains. Depuis l'époque de Carter jusqu'à aujourd'hui, qui soit à la Maison-Blanche, ont toujours voulu dialoguer avec un régime qui dit, mais écoutez, même si vous nous donniez une garantie de survie politique, ça ne nous suffit pas. Parce que tant que vous existez, vous êtes un problème. Mais Votre Altesse, vous parlez d'un changement de régime depuis tout à l'heure, mais est-ce que les Iraniens désirent un changement de régime? Bien sûr, seulement... Comment ça se traduit? Est-ce que vous pouvez vous inscrire justement dans le changement de régime dont parle Elisabeth? Vous avez créé le conseil, justement un conseil national iranien pour des élections libres en 2013. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des lendemains à l'intérieur de l'Iran? Et est-ce que les Iraniens vous attendent? La proposition est très simple. Nous disons d'abord que la légitimité de n'importe quel régime au monde, que ce soit en Iran, aux Indes, au Canada ou ailleurs, dépend d'une liberté d'expression et donc des élections libres, dans le sens qui a été expliqué par l'Union interparlementaire, c'est-à-dire les circonstances... Sous surveillance à l'intérieur de l'Iran, avec des experts étrangers et des observateurs. C'est pas le peuple qui va renverser le régime. Attendez, on parle de deux choses différentes. La méthodologie pour y arriver est une chose, ce qu'on réclame, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Aujourd'hui en Iran, bien entendu, on ne peut pas avoir des élections libres sous ce régime. Si le régime était prêt à céder volontairement, il ne le fera pas, on est obligé de le renverser. Pourquoi? Parce que c'est dans le lendemain de ce régime qu'on pourra enfin avoir une atmosphère de liberté politique de manière à ce qu'on puisse organiser des élections libres. Pourquoi? Parce que la seule façon de mesurer l'attente et la volonté d'un peuple, c'est à travers les urnes. Alors, quand vous dites renverser, Votre Altesse, les Verts ont déjà essayé de renverser le régime dans le passé, ils ont échoué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez souvent appelé à la désobéissance civile, est-ce que ça peut enfin réussir? D'abord, n'oublions pas que les Verts étaient quand même l'opposition loyale dans ce régime. Ils ne parlaient pas d'un changement de régime. Oui, Moussavi et autres. D'abord. Deuxièmement, le problème est là. À chaque fois qu'il y a des mouvements au Moyen-Orient, exemple Iran 2009, exemple Syrie il y a à peu près 2 ans de cela, et d'autres exemples, l'Irak à l'époque de Saddam Hussein, après son attaque sur le Koweït, où on avait encouragé les Kurdes à se soulever, au mi-chemin où on leur tourne le dos, on les laisse tomber. Donc comment voulez-vous qu'il y ait cette volonté? L'Amérique avait beaucoup Donc il faut y avoir une volonté de changement, c'est-à-dire un constat de la part de la politique étrangère de ces gouvernements, que finalement la solution c'est un changement de régime. Donc vous appelez à renverser le régime? C'est-à-dire à travers un processus de désobéissance civile, parce que je ne crois pas au scénario de violence, forcer le régime à finalement succomber avec la coordination aussi bien internationale que domestique. Donc il faut qu'il y ait un empowerment. Mais les Iraniens sont vraiment prêts aujourd'hui, la jeunesse iranienne et les autres sont prêts à descendre dans la rue? Mais ils le font déjà sans aucun soutien. Imaginez ce qu'ils feraient s'ils avaient le soutien. Votre Altesse, nous sommes sur une chaîne d'information israélienne. Benjamin Netanyahou a dit récemment que l'Iran est davantage une menace pour Israël que l'État islamique. L'Iran est certes une menace, mais je ne pense pas que l'État islamique est moins dangereux. C'est 2 dangers différents. On ne peut pas comparer. Les 2 menaces sont sérieuses pour des raisons différentes. Les compare. C'est-à-dire que je pense que d'une manière, ce que M. Netanyahou, si j'interprète ce qu'il essaie de dire, c'est que la source de tout ça a commencé par l'Iran. Et l'Iran reste la catégorie constante dans tous les conflits régionaux qui existent. Redouté. Regardez, dans tous les conflits qu'on a dans cette région, l'Iran soutient le Hamas, le Hezbollah, le djihad. D'une manière ou d'une autre, tous les conflits qui existent dans la région, peut-être qu'il y a des acteurs différents dans le cas de l'Afghanistan, dans le cas de l'Irak, dans le cas de la Syrie, ou dans le cas de... Mais dans chacune de ces scénarios de conflits ou de situations d'instabilité, d'une manière ou d'une autre, le régime iranien se retrouve. Ce qui veut dire que le facteur constant de cette déstabilisation, ce que j'expliquais dans mon interview avec le journal Le Monde, au fait, voulait dire ça. C'est-à-dire que si vous regardez bien,
Là où les régimes iraniens le voient... Tout pourra bouger si ça change en Iran, c'est ça que vous nous dites. C'est-à-dire qu'un changement... L'Iran est le cancer principal pour vous au Moyen-Orient? Ça s'explique. Écoutez, l'Iran était un pays qui aidait beaucoup à la stabilité de cette région et évitait des scénarios de guerre. Dès que ce régime a changé, toute cette région a basculé dans le noir, dans le précipice. Donc un changement, logiquement, doit parvenir d'un pays qui était un pays clé de cette région. C'est vraiment un État-nation. Et dans ce cas, je pense que le rôle que l'Iran peut jouer, pas seulement pour les Iraniens, mais pour toute cette région, peut calmer. Et pour l'Occident. Et ce sera un effet boule de neige, c'est ce que vous nous dites, votre Altesse. C'est un effet boule de neige nécessaire et attendu. Et ce n'est pas seulement le peuple iranien qui est prêt à se soulever. Merci. Regardez aujourd'hui ce que l'État islamique fait contre les Kurdes. Jusqu'à quand on va aider ce génocide et ne faire rien? Il faut changer les choses. Merci, votre Altesse Reza Pahlavi, d'avoir été notre invité dans Tout est politique. Merci, Christian Mallard. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans un nouveau numéro et un nouvel invité dans Tout est politique. Merci.